Merci beaucoup Bernard. Bonjour à tous. Déjà merci au comité d'organisation pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de présenter ici. Donc on m'a demandé de vous présenter la thrombose de stent et savoir si elle existait toujours en 2017. Voici mes conflits d'intérêts. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la thrombose de stent? On se rappelle tous de ce dimanche de 2006 où Kamenzin a présenté les travaux des comparaisons entre les stents actifs de première génération et les stents nus, avec plus de thrombose de stent dans le groupe de patients avec stent actifs de première génération. Et surtout, cette thrombose de stent était reliée avec un excès de mortalité, comme on peut le voir ici, notamment dans le groupe des patients avec un stent au sirolimus. Alors dans les suites, il y a eu beaucoup de publications qui ont essayé de rechercher un petit peu quel était les taux de thrombose de stent avec ces 2S de première génération. Vous voyez cette belle étude de Demen publiée en 2007 qui trouvait un taux de thrombose de stent à 1 mois de 1,2%. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il retrouvait après un taux de thrombose de stent qui était assez équivalent sur l'évolution des patients à 0,6% par an jusqu'à 3 ans, avec des prédicteurs de thrombose qui étaient le syndrome coronarien aigu lors de l'implantation du stent et le diabète. On sait tous que cette thrombose de stent est multifactorielle, donc on va demander de ne pas vous parler de l'intégration plaquettaire qui va être présentée dans un topo à la suite, mais on va s'intéresser surtout au type de procédure et aux produits qui vont entraîner ces thromboses de stent. Alors déjà, il faut, et vous le savez tous, différencier le type de thrombose de stent en fonction de son délai de thrombose. On sait que le délai inférieur à 24 heures donne les thromboses aiguës, subaiguës entre 24 heures et 30 jours, tardives au-delà de 30 jours et très tardives au-delà de 1 an. Pourquoi est-ce qu'on différencie ces types de thrombose de stent? C'est parce que ces différents délais sont corrélés avec des causes mécaniques différentes. Notamment, les thromboses aiguës sont souvent liées à la procédure, due à une sous-expansion, une dissection des bords. Une tardive due à un retard essentiellement de la réendothélisation, et très tardive, une rupture de néoathérosclérose ou une malapposition tardive. Alors pourquoi est-ce qu'on en a plus de thrombose de stent avec ces stents de première génération? Vous connaissez tous ces stents qui sont les stents Taxus et les stents Cypher. Les causes de thrombose sont essentiellement de deux ordres, surtout le retard de réendothélisation. On sait qu'un stent nu à 1 mois était pratiquement complètement couvert par de l'anéantima, alors qu'avec les stents actifs de première génération, cette couverture était très aléatoire et on avait parfois certains stents actifs de première génération qui n'étaient pas couverts à 1 an. L'autre élément important, c'est l'inflammation qui était essentiellement liée au polymère, avec beaucoup d'études anapathes qui ont retrouvé ces aspects d'inflammation autour des struts des stents. L'autre élément important, c'est la néoathérosclérose. C'est une donnée qui est assez récente puisqu'elle date de 2011. Et on pensait au départ qu'à l'intérieur des stents, on avait uniquement de la néointima, et on s'est aperçu qu'il peut y avoir une athérogénèse qui se développe à l'intérieur de ces stents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le papier de Nakazawa, qui a très bien montré que cette néoathérosclérose était beaucoup plus précoce avec les stents actifs de première génération par rapport aux stents nus, avec dès 6 mois, vous voyez une néoathérosclérose qui débute, alors qu'elle débute au-delà de 2 ans avec les stents nus. Tout ça a fait que l'incidence de thrombose de stent, comme on a pu le voir, était importante. Et surtout, on voit dans cette belle illustration de Windecker que c'est essentiellement les thromboses aiguës et subaiguës qui sont présentes. Vous voyez, de 1 à 1,5% de thromboses aiguës ou subaiguës dans toutes les publications entre 2010 et 2014. Alors maintenant, sont arrivés les stents de deuxième génération, et où est-ce qu'on en est? Alors je vais vous présenter déjà le registre issu du registre SCARE suédois, qui s'est intéressé entre 2007 et 2013 au stenting avec les différents stents, vous voyez, BMS, première et deuxième génération de DES. Et on s'aperçoit pour la première fois qu'avec les stents de dernière génération, on a des taux de thrombose qui diminuent. Vous voyez, 1,3% à 3 ans par rapport à 2% avec les stents tenus ou les stents actifs de première génération. C'est exactement ce qui a retrouvé également en 2014 avec cette belle méta-analyse. Vous voyez, 5000 patients. Et pour la première fois, on retrouve une diminution de la mortalité avec les stents actifs de dernière génération par rapport aux stents nus. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui a permis, on l'a vu un petit peu avec les données d'Idi Blanchard-hier, de réaugmenter le taux de pénétration des stents actifs dans les derniers registres. Alors, quels ont été les progrès effectués pour arriver à des taux de thrombose de stent qui ont largement diminué? Le premier progrès était sur l'épaisseur des mailles. On sait que c'est un facteur important de thrombogénicité autour des mailles. Et vous voyez que les premiers stents étaient à 130-140 microns de taille de maille, alors que maintenant on a des tailles de maille de 60 à 80 microns. L'autre élément important pour l'amélioration
et le polymère. On voit ici sur cette diapositive la différence entre le stent Taxus et le stent Synergie. Vous voyez avec l'épaisseur des struts, mais également le coating qui n'est plus permanent mais qui est résorbable, l'épaisseur du coating également qui a largement diminué en épaisseur, et un coating qui est abluminal et qui n'est plus circonférentiel. C'est un petit peu ce qu'on retrouve, vous voyez, sur l'épaisseur des polymères sur les différents types de stents qu'on a à l'heure actuelle, avec la plupart des stents qui ont un polymère qui est abluminal. Donc vous voyez les progrès qui ont été effectués au niveau technologique, et ceci se vérifie dans les dernières études avec une incidence de thrombose de stent qui a largement diminué. Vous voyez l'étude BioResort avec un taux de thrombose de stent sur les stents de dernière génération avec des mailles fines, avec un taux de thrombose de stent à 12 mois de 0,3%. Et c'est ce qui est également retrouvé, vous voyez, dans cette belle étude randomisée, avec près de 3000 patients avec un suivi à 5 ans, qui a été publiée en 2016, avec un taux de thrombose avéré à 5 ans de 0,4% dans le groupe de stent à l'éverolimus, versus 2% dans le groupe de stent au sirolimus. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les taux de thrombose aigus ou subaigus ont pratiquement disparu, 0,1% versus 0,5% avec le stent au sirolimus. Ce qui a amené Gilles Montalesco à faire un bel éditorial dans cette revue, et qui spécifiait qu'avec les stents de dernière génération, on n'a pratiquement plus de thrombose aiguë ou subaiguë. Et je pense que c'est une donnée importante, et c'est vraiment ce qu'on retrouve un peu dans nos cath labs. On n'a pratiquement plus ce type de thrombose. Alors, quelle est la gestion de la thrombose de stent lorsqu'elle arrive? On sait tous que l'angiographie est très limitée pour retrouver une cause à ces thromboses. Vous voyez ce beau cas d'un patient qui avait thrombosé 3 ans après la mise en place d'un stent actif sur l'IVA. Et vous voyez qu'il existe une malposition en OCT qu'on arrive vraiment à très bien authentifier après thromboaspiration. Cet autre cas avec un patient qui avait mis en place d'un stent BMS au genou inférieur de la coronaire droite, il thrombose, et après la thromboaspiration, on peut s'apercevoir que les mailles restent à nu 2 ans après l'implantation de ce stent, alors que ce n'est pas visualisable sur l'angiographie. Alors, quelle imagerie réaliser entre l'OCT et l'IVUS? Je pense qu'à l'heure actuelle, l'OCT est l'imagerie de référence par rapport à l'IVUS. Vous voyez ces belles images comparatives qu'avait retrouvées Guglielmi entre l'IVUS et l'OCT. Et l'OCT est bien meilleur à la fois pour visualiser l'émail du fait de sa résolution et également visualiser le thrombus. 2 registres se sont intéressés à l'utilisation de l'OCT pour retrouver des causes à ces thromboses de stent. Le registre de Raber, publié en 2016, sur des thromboses très tardives, à la fois des stents de première et deuxième génération. Et vous voyez ici que les causes de thrombose sur ces thromboses très tardives sont essentiellement la malapposition, la rupture de l'athérosclérose et une non-couverture dans 10% des cas. Je vous rappelle également le registre PESTO, qu'on a réalisé en France, une analyse de 120 patients sur une étude multicentrique française, avec essentiellement des thromboses également très tardives, 75% des cas, avec un délai de moyenne de thrombose de 4,3 années. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un petit peu les mêmes données que Raber dans son papier, avec 34% de malapposition, 22% de rupture de l'athérosclérose et 11% de sous-expansion. Vous avez ici sur l'image les différents mécanismes que l'on peut retrouver en OCT après une thromboaspiration. Et ce qui est très intéressant, c'est que la stratégie va différer grâce à l'OCT. Vous voyez qu'un traitement médical a été choisi dans 32% des cas, un nouveau stenting uniquement chez 1/3 des patients. Et quand on en est à l'opérateur, sa stratégie initiale puis la stratégie après OCT, on s'apercevait que l'OCT changeait la stratégie de l'opérateur dans 55% des cas. Juste, on a beaucoup parlé des stents de dernière génération, et juste un petit mot sur les BVS et sur la thrombose de stent. Vous savez tous qu'à l'heure actuelle, les BVS semblent donner une thrombose de stent un peu plus fréquente qu'avec les DES de dernière génération. C'est ce qu'a bien montré dans cette méta-analyse Toyota publiée très récemment. Alors, en conclusion, je voudrais rappeler que la thrombose de stent a désormais largement diminué en incidence avec les stents de dernière génération. La thrombose de stent aiguë et subaiguë a pratiquement disparu de nos cath labs, à la fois grâce à une avancée technologique et aussi à l'environnement pharmacologique qui a largement évolué au cours du temps. Et je pense que l'OCT est l'outil de choix à la fois pour identifier la cause et adapter le traitement chez nos patients. Je vous remercie. Merci Géraud. Donc, je vous rappelle que vous pouvez interagir, soit en posant votre question directement, n'hésitez pas à vous manifester, ou en utilisant l'application qui sert donc à envoyer des questions si vous ne souhaitez pas prendre la parole.
Au-delà de l'évolution des stents, est-ce qu'il n'y a pas aussi une évolution du traitement antiagrégant, notamment dans les thromboses précoces, puisqu'il y a des thromboses précoces qui seraient plus facilement dans le contexte de SCA, avec une évaluation de l'artère, de la lésion qui est plus difficile, je trouve. Et est-ce que tu ne penses pas que le traitement antiagrégant a un impact aussi dans la... Tout à fait. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que la thrombose stent était vraiment multifactorielle. On m'a demandé au moment de traiter le topo de vraiment ne pas parler de l'intégration plaquettaire parce qu'elle allait être discutée dans une autre présentation. Mais c'est vraiment effectivement l'environnement pharmacologique plus les avancées technologiques qui ont permis de diminuer et pratiquement de faire disparaître ces thromboses aiguës et subaiguës. Et Jérôme, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, effectivement, on a une diminution de la thrombose de stent dans le SCA, alors que de plus en plus, en tout cas dans le ST-, on ne pré-traite plus nos patients. Donc en fait, on met nos nouveaux stents globalement sous aspirine, et malgré ça, on a finalement très très peu de thrombose aiguë. Donc on a quand même l'impression que l'amélioration des devices et de la technique, finalement, a une part quand même prépondérante, parce que même quand on les met en gros sous aspirine dans le SCA, ST-, finalement, on a très très peu de thrombose aiguë. Oui, tout à fait. Et je pense qu'on s'en est tous aperçus dans notre cath lab. On n'a plus ces patients effectivement, qui thrombosaient très précocement et qui revenaient au cath lab quelques heures après l'angioplastie. Même pour les SCA-ST+, on est vraiment, c'est très rassurant sur les dernières données qui sont publiées. Géraud, tu dis que dans un peu plus d'un cas sur deux, l'OCT a permis d'apporter un plus à l'opérateur qui a changé sa stratégie. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une stratégie, enfin, du coup, l'OCT est vraiment obligatoire, ou est-ce qu'on ne pourrait pas se permettre simplement de mettre un coup de ballon un peu systématique dans toutes les thromboses de stent et puis traiter finalement la plupart du temps la sous-expansion comme ça? Non, parce que je pense que, comme on l'a vu, effectivement, la malapposition reste l'élément prédominant dans les thromboses très tardives, mais c'est 30% des patients. Il y a une belle étude américaine qui avait regardé sur un registre sur 7000 patients qui avaient des thromboses de stent sur leurs 15 dernières années, et dans 100% des cas, ils mettaient des stents en se fiant uniquement à l'angiographie. Je pense que mettre un stent sur un stent qui est déjà mal apposé au départ, c'est vraiment pas une bonne solution. Donc l'imagerie nous permet à la fois de réfléchir et d'adapter le traitement. Et tu as vu que dans 30% des cas, on en restait un traitement médical, comme le patient qu'on a vu avec des mailles qui sont non couvertes. Et là, mettre un coup de ballon ne va pas améliorer le pronostic du patient.